Bonjour, bienvenue à tous. Dans cette table ronde intitulée « Créer un écosystème numérique d'information ouverte aux services », tous les mots ont leur sens. Derrière ce titre, nous allons finalement pénétrer les arcanes de la transformation numérique du premier quotidien de France, du premier groupe de presse, Ouest France. Et nous avons avec nous Fabrice Bazard, qui est juste à ma gauche, qui est directeur du développement des activités numériques du groupe SIPA Ouest France. Et comme expert, François Calvez, qui est directeur du pôle pédagogie et digital, spécialiste du lien finalement entre la transformation numérique et ce qu'en font les équipes peut-être dans les entreprises. Et je suis personnellement Vincent Combeuil, délégué général du MEDEF 44 et ancien journaliste, donc le sujet m'intéresse particulièrement. Voilà. Avant de laisser la parole et d'ouvrir le sujet directement, je vous signale l'application Evals, plutôt le site Evals, sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Vous pouvez tous poser des questions. Tout va arriver sur le site Evals, evals.fr. Normalement, il y a un slide qui doit passer à ce sujet-là. Donc, evals.fr. Et vous entrez le code DC17. Et voilà, Fabrice Bazard. Donc. Voilà, evals.fr, DC17. Donc il suffit de se connecter, d'entrer le code et vous allez pouvoir poser vos questions. Les questions seront collectées à la fin. Il y aura un temps pour les questions à la fin. Il y aura même un temps ensuite pour se retrouver dans une autre salle si vous avez envie de prolonger les échanges de façon plus intimiste. Je vais commencer par présenter très rapidement en quelques chiffres le groupe SIPA Ouest France. Vous le connaissez tous. Ce sont 4000 salariés. Je ne sais pas s'il y a un slide là-dessus. Non, comme pas. Non, pas. 4000 salariés dans diverses activités, dont évidemment le quotidien que vous connaissez tous, et un chiffre d'affaires de 549 millions d'euros, dont à peu près 300 millions pour le quotidien. Donc, si vous avez envie de compléter vos présentations, non, c'est bon, tout va bien. Donc, le groupe Ouest France, on va commencer par un constat. J'imagine, comme tous les groupes de presse, ça a été confronté à la transformation numérique, mais ça, quelle entreprise n'y est pas confrontée? Le lectorat s'effrite, la publicité s'effrite. Et que faire? Donc j'imagine que ça a été le constat que vous avez commencé à faire dans le groupe Ouest France. Oui, alors donc bonjour à toutes et à tous. Donc de mon côté, je suis arrivé chez Ouest France il y a 5 ans, après une longue carrière dans le secteur bancaire. Donc c'était avec un œil neuf que j'ai découvert la presse. Et les termes employés étaient assez variés, mais on passait de tempête à ouragan ou à tsunami, comme vous voulez, parce que la presse a vécu quelque chose de terrible, qui est que son modèle économique repose sur 3 éléments. Évidemment, la vente de contenu, la publicité et les annonces. Et on va dire en 10 ans, les 3 branches ont été complètement menacées, alors des degrés variés. Alors pour info, Ouest France n'a pas été innocent, puisqu'on a créé, le groupe avait créé avec un partenaire Le Bon Coin. Donc sur les annonces, vous imaginez ce qui s'est passé en 10 ans. Sur la publicité, là, c'est pas Le Bon Coin, mais c'est Facebook et Google qui captent beaucoup de valeur, évidemment, dans le numérique. Et sur les contenus, là, par contre, en tout cas pour Ouest France, on résiste. Donc, en synthèse, une fois qu'on est dans ces menaces, finalement, il y a 3-4 ans, on a décidé d'accélérer très fortement sur le numérique. Donc, c'est ce qu'on va présenter ce soir, avec pas mal d'initiatives. Et finalement, là, en introduction, ce qu'on peut dire, et je vous apprends rien, c'est qu'on essaye de faire 3 choses. Créer une plateforme qui permet d'être un très gros carrefour d'audience. Et les médias ont cette chance-là, c'est qu'on arrive relativement facilement à créer des usages très importants. Alors, je fais un peu de teasing, puisque je donnerai quelques chiffres, je crois, sur le dernier slide. Donc ça, on continue à faire ça, et on a triplé en 3 ans, et on veut encore au moins doubler, tripler nos audiences. Parce que le numérique, hélas, a des taux de conversion, des taux de transformation en payant qui sont relativement étroits. Donc il faut de toute façon des très fortes audiences. Donc premier sujet.
Alors, on a l'impression que le groupe Ouest France a tardé un peu. Est-ce qu'il a réfléchi davantage que les autres? En tout cas, a tardé un petit peu à faire ce pas numérique. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un magnifique journal très puissant et qui avait encore de beaux restes, hein? Est-ce que c'est pour préserver le papier que vous avez hésité à un moment à vous lancer? Ouais. Alors c'est sûr qu'on a démarré un petit peu après les autres, en tout cas sur les médias. On avait créé des filiales sur l'immobilier, sur l'auto, sur l'emploi, mais autour du média, on a été beaucoup plus prudent que des Figaro, que Le Monde, enfin des grands acteurs nationaux. Ça a changé. Encore une fois, ça serait suicidaire de ne pas courir vers le numérique. Donc, encore une fois, on essaye de rattraper ce retard, finalement. Mais quand on regarde avec un peu de recul, nous, ce qui nous motive plus que tous, au-delà du numérique, finalement, dans notre mission ultime, c'est de rester indépendant. Et donc, contrairement à ceux que j'ai cités, d'ailleurs. Et donc, comme on a cet enjeu d'indépendance, on est forcément un peu prudent, et notamment prudent quand vous avez votre canal classique, votre support classique, qui est le journal papier, qui se tient relativement bien. Donc, oui, vous n'étiez pas aux abois, vous aviez encore les moyens de vous développer et de continuer. Il n'y avait pas d'urgence absolue quand même, mais... je n'irai pas jusque-là. Vous aviez perdu les annonces, on va dire. Les annonces étaient parties. Et puis bon, comme tout le monde, on fait des business plans. Quand on projette les tendances, on voyait bien que les tendances étaient baissières. Donc forcément, on allait y aller. On y est allé un peu après les autres. Je pense que finalement, d'être suiveur à cette première étape, c'était pas plus mal. Parce que l'erreur majeure qu'a fait le secteur de la presse, c'est d'aller vers le numérique et d'y aller en changeant son modèle, en disant désormais les contenus sont gratuits. Enfin, je crois qu'on y revient tout à l'heure. Oui. Et ça, alors là, si j'ai un conseil à donner à tout secteur d'activité, ne faites jamais ça. C'est votre cœur de métier, entre guillemets, le rendre, l'offrir et se dire on va réussir, soit sur la publicité, soit sur autre chose, à créer un nouveau modèle. C'est un pari assez hasardeux. Et effectivement, il y a eu un leurre dans les médias qui avaient des audiences très importantes en numérique et qui ont cru qu'ils allaient réinventer un modèle autour de la publicité, et dans le numérique. Et ça ne s'est pas fait comme ça. Donc effectivement, on était plutôt, dans les années 2000 jusqu'en 2010, relativement prudent sur les médias. Donc, pour commencer vers les solutions que vous avez choisies, il y avait deux pistes, vous l'avez évoqué, créer des filiales finalement autres, à côté de l'information. Oui. Là, on sent, vous allez nous expliquer que votre stratégie, c'est d'appuyer sur l'information. Alors en tout cas, on fait tout pour ça. Voilà. Si je compare à un autre grand média étranger, il y a un grand groupe qui s'appelle Schibsted, qui est un groupe nordique, qui a le Bon Coin d'ailleurs désormais maintenant, à 100%. En fait, eux, quelque part, font un autre métier. Ils ont dit, le média, je ne suis pas rassuré sur le modèle économique, donc je vais faire des tas d'autres choses. Par contre, je continue sur le média, puisque, encore une fois, c'est un très gros carrefour d'audience. J'en aurai besoin, et ce carrefour d'audience me permet de travailler la data. Donc en plus, je vais apprendre plein de choses sur les internautes, ce qui me permettra de trouver des leviers de croissance diversifiés. Nous, on ne fait pas ça. Nous, notre ADN, c'est d'être au cœur de l'information. Donc il faut qu'on trouve un modèle économique d'abord au cœur de l'information. D'accord. Alors donc, on a la stratégie. Mais alors maintenant, comment vous avez décidé, c'est-à-dire comment le groupe Ouest France a décidé de s'organiser pour vivre cette transformation numérique? Alors, on va dire dans les années 2010, donc, le groupe a décidé d'accélérer. Et en fait, il a pris une première décision qui est de créer une nouvelle équipe, purement numérique, alors relativement légère, et je dirai pourquoi après, donc à notre taille, une douzaine de personnes, donc c'est léger sur les 2000 à peu près. Ce sont les 12 apôtres. Ouais, il ne faut pas dire ça. Le journal démocrate chrétien. Donc, et par contre, alors ce qu'on a fait, c'est, à mon avis, deux critères très importants. On a surtout constitué cette équipe avec des gens qui venaient de l'extérieur et qui ne venaient pas du secteur de la presse. Alors non pas qu'il n'y ait pas des idées dans la presse, c'est pas ça que je veux dire, mais on a estimé qu'il fallait réinventer un modèle, et peut-être que le réinventer avec des yeux neufs était plus facile que de le réinventer avec des gens qui avaient vécu toutes les difficultés précédentes. C'est un pari. Vous-même, vous venez de la banque, par exemple, et votre équipe vient d'où, par exemple? Il y a un autre banquier, il y a un assureur, il y a quelqu'un qui vient de France Loisirs, bref, de différents horizons, alors tous numériques, tous projets. Parce que finalement, quand on veut accélérer,
il y a quand même une règle d'or, c'est qu'à un moment donné, ça passe quand même par des projets. Donc la directive qu'on avait de notre patron, c'est les projets, les projets, les projets. Et on a eu la chance d'avoir une page blanche, donc d'essayer de construire des choses nouvelles. Et cette équipe-là, comment elle s'insère dans le grand groupe Ouest France? Comment elle est rattachée? Alors, ça c'est aussi un élément très important. Une petite équipe dans une grande maison, si elle n'a pas l'appui de la direction générale, je pense qu'elle peut pédaler dans le vide un certain temps. Donc cette petite équipe a été rattachée il est président maintenant, donc au directeur général à l'époque, au président maintenant, donc Louis Echelard, et ce qui permet d'être en circuit court, ce qui permet d'avoir des décisions rapides et qui légitime l'équipe en interne, parce que sinon les grandes structures de la maison auraient peut-être dit cause toujours mon garçon, on continue à faire nos projets dans notre coin et vite à vite. C'est l'affirmation d'une stratégie à partir du sommet. Donc il y avait ce soutien de la direction générale, et après l'élément qui a été clé, c'est il faut trouver des toutes petites victoires. Il faut se crédibiliser. Donc à l'époque, on n'avait pas sorti notre version numérique, on a essayé via cette équipe de la sortir dans un délai très rapide, et là voilà, donc une première étape, une première victoire, finalement, très opérationnelle, créer de la crédibilité en interne. Donc ça, il faut aller la chercher très vite. Ça a été quoi cette première victoire, concrètement? On a le journal papier, c'est basique aujourd'hui, hein, on l'a transformé en version numérique, mais à la taille de Ouest France, c'est 54 éditions, c'est 650 pages différentes toutes les nuits, donc il y a un peu de boulot industriel. Alors justement, quel a été le regard des collaborateurs de voir une équipe externe de 12 personnes qui viennent faire la révolution numérique et digitale donc, de leur métier, et comment ça a été perçu? Alors certes, il y avait l'appui de la direction, mais comment ils l'ont perçu et comment vous avez réussi à faire l'adhésion de l'ensemble des personnes? Vous étiez des intrus finalement. Je ne dis pas que c'était facile tous les jours, puisqu'effectivement ça nécessitait de travailler plus en transverse, plus en horizontal, où les entreprises ont plutôt l'habitude de travailler en silo. Donc ça n'a pas été facile tous les jours. Encore une fois, il a fallu aller chercher des premiers succès et ça crée la crédibilité. Et l'autre élément clé, c'est lorsqu'on a mené des projets ou des réflexions, on ne l'a pas fait à 12. On a associé évidemment les différentes structures de la maison, en premier lieu la rédaction, le marketing, les régies publicitaires. Et finalement, on a créé une équipe étendue, pluridisciplinaire, et qui a eu la chance, encore une fois, d'avoir une page blanche, ce qui lui a permis déjà de se souder, puisque on n'a pas la science infuse, hein, donc on a quand même travaillé pendant 6 mois avant d'imaginer quelques nouvelles idées, et on crée des liens finalement, encore une fois, avec la dimension projet. Je pense que le projet est la clé de tout ça, il faut amener les gens dans cette culture, amener les gens à prendre des risques, et amener les gens dans des projets pluridisciplinaires. Mais dans le numérique, c'est toujours transversal, donc c'est relativement facile à faire. Pour emmener une équipe, aussi présenter un peu d'espoir, enfin, l'espoir que l'équipe l'ensemble va y gagner quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous aviez à montrer, qu'est-ce que vous aviez à présenter? Alors là-dessus, on a été très prudent. On ne peut pas fonctionner sur la peur de la transformation numérique, ça ne peut pas marcher. Là-dessus, on a été très prudent parce que la crainte que l'on avait, c'est il ne faut pas que cette équipe apparaisse comme, comment je vais dire ça, la danseuse du DG. Il y a un vrai danger là-dessus. Donc il faut vraiment réussir à associer tout le monde. Et on a été plutôt à l'écoute. Et surtout, on a dit aux structures, il y a des projets que vous n'avez pas le temps, vous avez peut-être du mal à les faire, eh bien on s'en charge. Mais on s'en charge et on les assume, c'est-à-dire qu'une fois que le projet est mené, on ne vous livre pas le sujet comme ça du jour au lendemain, on va accompagner son démarrage, et lorsqu'il sera une maturité suffisante, eh bien, on reconfie aux structures concernées le projet, ce qui fait que ça diffuse le numérique dans l'entreprise et ça ne le concentre pas sur une équipe. Alors, il y a une équipe, il faut aussi avoir des outils. Par quels outils s'est passée cette transformation? Il a fallu doter le groupe un certain nombre d'outils, j'imagine. Alors les outils, ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand vous poussez dans le numérique, évidemment, vous êtes dans une logique plutôt client. On essaye même, comme tout le monde, d'être client-centrique. Alors dans la presse, c'est un peu plus difficile parce que l'actualité s'impose un peu à nous quand même. Hein, donc, mais on essaye d'être de plus en plus aussi client-centrique. Mais il y a quelque chose qu'on a voulu faire et qui est encore en cours. On s'est dit, si on veut être bon vis-à-vis du marché, vis-à-vis des clients, il faut que les salariés soient motivés. Et pour qu'ils soient motivés, on doit être aussi exemplaire en termes d'outils internes. Donc alors là, on a fait là aussi la révolution. Tous les outils des journalistes, on est en train de les changer.
toute la plateforme de data, on est en train de la changer. Toute la plateforme osfrance.fr, pourtant elle ne marche pas trop mal, on est en train de la reconstruire. Donc on est en train de se donner, et on l'espère, d'ici quelques mois, d'avoir toutes les cartes en main avec des fondations solides et surtout des salariés fiers de leurs outils. Donc c'est dans les outils et ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas, et c'est aussi dans l'aménagement des locaux. C'est si vous avez une rédaction dont les murs inspirent les années 80, c'est pas sûr que vous allez dynamiser vos structures vers le numérique. Si vous avez une des salles de rédaction les plus modernes d'Europe et les plus numériques, vous avez peut-être une chance de réussir. Donc on a fait les deux, les outils et les locaux. D'accord, tout transmet la stratégie finalement. Ouais. Alors, donc les outils, les équipes, il faut construire des ponts entre les plis. Il faut que ces outils soient appliqués, bien appliqués et transmettent quelque chose. Ouais. Alors, les ponts, c'est d'abord les hommes. Donc, en fait, ce qu'on a fait, il a fallu convaincre un petit peu aussi les journalistes, c'est de leur dire, vous ne pourrez pas tout faire. Donc, évidemment, vous êtes les meilleurs pour faire des contenus, mais pour votre métier de demain, il faudra des experts en référencement naturel. Il faudra des experts en pilote d'outils qui permettent de piloter les différents sites ou applis du groupe. Il faudra des gens qui sont très marketing auprès de vous pour faire le lien avec la régie. Donc la première chose qu'on a fait dans cette logique de pont ou de passerelle, c'est en plein cœur de la rédaction. Il y a majoritairement des journalistes, ils sont à Rennes 120 je crois, et il y a une quinzaine de personnes qui n'ont pas leur carte de journaliste, mais qui sont là pour les aider et qui sont en proximité avec eux. Ouais. Et c'est aussi des informaticiens qui, tous les jours, dans l'édition du soir, par exemple, réalisent des jeux nouveaux pour illustrer les contenus. D'accord. Donc, d'abord les hommes. C'est ça, il y a l'illustration des contenus. Alors, sur ce cœur de métier qui est l'information, le journaliste certifie, qualifie toujours l'information, la hiérarchise, et finalement apporte à l'internaute une assurance de qualité. C'est important pour lui. Alors, c'est le sujet essentiel. Ouais. En fait, finalement, l'élection de Trump aux États-Unis a bien aidé les médias américains. On espère que ça se propage un peu en France, puisque les Américains se sont rendus compte qu'entre la rumeur et l'information, c'était pas tout à fait la même chose. Et donc, ils se sont rendus compte, alors ça paraît évident, mais je peux vous assurer que c'était clairement ça aux États-Unis. Et même les GAFA, les Facebook et Google, se sont rendus compte qu'ils avaient poussé le bouchon un petit peu loin. Alors, on nous a dit à un moment que tout le monde était journaliste. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, c'est très important. Finalement, un journaliste, il faut avoir ça en tête, c'est 80% de son temps, c'est de la veille et de la vérification de l'information. Rédiger, formaliser ses contenus, c'est au bout de la chaîne et ce n'est qu'une part non majoritaire de son travail au quotidien. Ouais. Donc, cette valorisation de la qualité de l'information et de sa vérification, dans nos différentes solutions numériques, on aimerait bien que finalement ce label Ouest France ait de la valeur et soit perçu comme tel dans le marché. Donc vous y injectez autour de ce cœur de métier, c'est-à-dire du marketing digital, de la data peut-être aussi, pour enrichir le contenu, l'illustrer, le présenter sur des médias différents, parce que vous avez fait un gros travail aussi sur la création de médias finalement. Oui, alors, en fait ce qu'on voulait, on parlera tout à l'heure des startups aussi, mais avant de s'ouvrir aux startups, on avait effectivement identifié ça aussi. On a voulu créer cette dynamique en interne. Donc on a eu notre startup interne en 2014 autour du journal numérique que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'édition du soir. Donc on a créé une équipe de journalistes, ils sont 10, pour créer tous les jours cette édition du soir. Il y a 6 journalistes et il y a 4 personnes qui ont d'autres compétences. Et cette startup, elle est partie de zéro, elle a souffert, elle a pivoté, comme on dit, dans le monde des startups. Et aujourd'hui, c'est 150 000 lecteurs tous les soirs. Donc on a réussi en étant un peu persévérant et en tenant ce rythme de la start-up, qui est un autre rythme, plus exigeant, à amener ce produit à maturité. Donc, qui est payant, oui, bien sûr. D'accord. Oui. Okay. Alors, c'est intéressant, on a évoqué l'équipe pilote, donc venant de l'extérieur du journal. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez continué cette démarche, je dirais, d'apport et d'enrichissement de l'extérieur, avec tout un système de relations avec des startups ou d'incubation de startups. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que Nantes est un peu concernée, notamment. Ouais. Donc, première étape, on fait des projets en interne.
si vous n'êtes pas à niveau en interne, vous n'êtes pas crédible non plus vis-à-vis des startups. Donc on a commencé par effectivement tout ce que j'ai évoqué avant. Et une fois qu'on a estimé être mature, alors en début 2016, on a décidé de créer un accélérateur de startups. Et là, qui s'appelle Offset. Qui s'appelle Offset. Alors, il y a un petit clin d'œil à la révolution industrielle précédente. Et là, il y avait 2 points un peu originaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé une structure, on n'a pas créé un incubateur. Donc on n'a pas dit ces startups, elles vont être incubées, pilotées par une équipe ou une personne. En fait, on suit le programme, mais par contre les startups sont parrainées par les structures métiers. Donc c'était aussi un élément important pour diffuser le numérique dans l'entreprise. Je prends un exemple nantais, il y a une startup qui s'appelle Cadran, qui fait de la vente aux enchères immobilières inversée. Eh bien, elle était accélérée par Ouest France pendant 1 an, et elle était au plus proche de la spécialiste de l'immobilier chez nous. Donc le premier rapport pour la start-up, c'est déjà cette compétence métier. D'accord. Vous aviez fait un appel à projet au départ. Oui. Votre critère pour ces startups, c'était qu'elles aient vraiment un rapport avec la presse, ou c'était plus large que ça? Alors, Offset, c'était que presse. Donc on voulait effectivement être proche des métiers, et aussi que les startups nous aident à changer de rythme. C'est aussi un des enjeux. La startup, elle travaille autrement, avec d'autres méthodes, d'autres outils. Donc on s'est frotté à ces méthodes-là, et ça nous a permis aussi d'apprendre et d'accélérer. Donc ça, c'est tout bon. Et on a trouvé des sujets autour de la personnalisation des contenus, donc autour de la data, des sujets, j'ai évoqué Cadran, autour de l'immobilier, etc., etc. Mais par contre, comme le secteur est quand même un secteur difficile, je l'ai dit en introduction, on a fait autre chose. On a décidé d'investir assez lourdement dans des startups qui sont encore plus à maturité, donc qui ont déjà fait plusieurs levées de fonds d'ailleurs, et qui sont sur un business model différent d'une autre. Donc là, c'est une autre optique, c'est d'investir dans une logique de sécurisation de notre modèle économique en étant sur d'autres modèles, avec des startups à maturité, et que nos gens en interne côtoient aussi ces talents qui sont à la tête de ces startups pour apprendre et finalement mener leurs projets internes encore plus vite. C'est une intégration de chiffre d'affaires, mais aussi une acculturation aussi. On est minoritaire, donc la création de valeur se fait autrement. Mais 2 exemples. On a investi dans une société nantaise qui s'appelle Lengo, vous devez connaître, et on a investi dans une société rennaise qui s'appelle Klaxoon, vous devez connaître. Donc qui font carrément autre chose. Et à chaque fois, on a mis des tickets assez importants pour finalement à la fois exister dans un modèle plus large et côtoyer ses talents. Et du coup, qu'est-ce que vous en retirez de ce décentrage, en quelque sorte, vers d'autres métiers que sont les vôtres? Est-ce qu'il y a un exemple d'innovation auquel vous pensez et que vous aurez mis en œuvre directement? Sur Offset, on a eu vraiment un beau... On avait 8 startups, il y en a 2 avec lesquelles qu'on met dans la catégorie succès. Il y en a une où on hésite encore, bien que l'accélérateur soit fini pour sa première promotion. Donc finalement, 2,5, on va dire, sur 8, c'est pas si mal que ça. Et le meilleur succès, ça a été avec une société rennaise qui s'appelle Mediego, qui travaille la data et qui nous a aidé à personnaliser les contenus dans la newsletter du matin Ouest France. Et on a pu comparer un échantillon non personnalisé, un échantillon personnalisé. Et on a eu 40% de croissance en termes d'intérêt et de trafic. C'est très direct. Voilà. Donc là, c'est clair et limpide. D'accord. Donc, il faut aller vite. Les obstacles, on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Les obstacles, les freins que vous devez encore affronter pour faire cette transformation numérique. Alors souvent, on dit dans le numérique que les freins, c'est les salariés. Mais finalement, moi, je constate que les salariés, ils utilisent des outils numériques à la maison. Ils sont demandeurs. Dans notre secteur, ils sont doublement demandeurs puisqu'ils espèrent un avenir au travers du numérique. Donc finalement, ça se passe assez bien. Alors il faut les former. Quel que soit l'âge, quelles que soient les générations. C'est absolument pas une question d'âge. On peut être vieux, jeune, et on peut être à l'inverse, rester jeune un peu plus tard. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est pour le management. Et dans le management, c'est... Comment je vais les appeler? C'est vraiment le management des équipes. Donc le premier niveau de management, parce que eux, historiquement, ils ont managé par la compétence
je suis un très bon journaliste politique, eh bien je manage le service politique. Or, aujourd'hui, et avec le numérique encore plus, on va leur demander d'être des animateurs, on va leur demander de travailler en transversal avec les autres services. Parce que, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Tiens, un sujet sympathique du moment, si je parle du Stade Rennais, peut-être que j'aurais besoin de me synchroniser avec le service économie, parce qu'il y aura peut-être des histoires d'argent autour du Stade Rennais. Donc de plus en plus, même les services de la rédaction vont être amenés à travailler en transversal, en équipe, et ça c'est nouveau. Donc il faut vraiment les rassurer, les former, et peut-être parfois les binommer avec des gens qui sont à l'aise avec ça. François Calais, vous qui êtes un spécialiste de ces sujets finalement de formation au digital, on est au cœur du problème, là, visiblement. Ouais, souvent, on voit bien que c'est une question de culture. L'introduction du digital dans les organisations, ça va bien au-delà de s'outiller, de mettre des outils à disposition. Il faut penser usage, et derrière les usages, effectivement, il y a des modes d'organisation du travail, il y a des modes de management, il y a des modes de travail collaboratif entre collaborateurs. Donc on voit bien que vous êtes en train de décloisonner un certain nombre de services. Donc il faut s'attendre, c'est-à-dire que ce serait une erreur en termes d'organisation du travail que d'imaginer qu'on va aller vers la révolution digitale de son entreprise sans que ça change la culture de l'entreprise. Et donc il faut s'y préparer et ça s'accompagne, ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement un choc des cultures entre une volonté de la direction et une culture du management qui n'est par exemple pas du tout, qui est plutôt directif et pas du tout participatif, là où le digital, de fait dans sa culture même avec les réseaux sociaux au niveau de tout ce qui est innovation sociale, amène une pensée différente des modes de relation et donc amène à travailler en mode collaboratif. Et donc il peut y avoir un choc des cultures et du coup ça s'accompagne, sinon ça peut être très compliqué en termes de travail de management, de RH, de formation. Voilà. Oui, puis il faut travailler, alors c'est un autre registre que l'humain, et il faut travailler sa marque. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, je viens de la banque, donc j'étais au Crédit Mutuel et on a créé une banque en ligne à un moment donné. On l'a appelée Fortunéo parce qu'on voulait marquer aussi une différence dans le paysage, une modernité. Nous, la marque qu'on veut porter dans le numérique, elle s'appelle toujours Ouest France. Oui. Donc si on regarde un peu dans les rétroviseurs, on avait besoin, et on a encore besoin, de moderniser la marque pour que, effectivement, l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, notamment avec des services, que les startups, que les sociétés aient envie de se connecter à nous. Donc là, il y a un enjeu. Et le deuxième enjeu, il est le recrutement et la fidélisation des talents. Et si vous n'êtes pas dans une dynamique, et si vous n'avez pas réussi à changer votre image de marque, notamment dans la modernité, c'est encore plus compliqué. D'accord. Alors il y avait un deuxième frein que vous aviez évoqué entre nous, c'était le piège de la gratuité. Alors ça, on l'a bien vu effectivement dans la vente ou la non-vente d'informations. Ouais. Ça a été votre piège au départ. Oui, Comment s'en sortir? Alors s'en sortir, en fait, là, il faut être assez humble, parce que quand vous avez installé la gratuité dans le numérique, dire je vais faire payer, il y a déjà un palier qui est monstrueux. Et donc si vous le réussissez, ça sera sans doute via des petits montants à l'acte, éventuellement à l'abonnement, mais ça restera des montants, je pense, assez réduits. Donc du coup, vous avez un risque sur votre rentabilité future et en tout cas la pérennité de votre compte d'exploitation. Donc je pense qu'un des enjeux clés, c'est de réussir à étoffer une gamme de services, alors en fonction bien sûr des usages, un gadget, ça se saurait si ça marche, mais de bien identifier les usages et d'arriver à créer une palette de services autour de ces contenus pour venir compléter le modèle économique et le rendre plus robuste. Et j'imagine que c'est le corollaire, il faut aussi augmenter l'audience, oui, le nombre de gens qui viennent et le nombre de gens qui viennent plusieurs fois, évidemment, oui, sur vos sites. Alors les audiences, on espère que dans l'Ouest, il y aura un ciel jaune tous les jours, parce qu'on a battu notre record, on est quoi, mercredi? Alors, vous en êtes où, justement, des audiences? Hier, enfin lundi, pour vous donner un chiffre, c'est 4 millions de visites sur le site westfrance.fr. Ouais. Record battu. Habituellement, c'était plutôt les élections qui faisaient le succès. Là, la météo, on a trouvé une nouvelle spécialité, je pense. Donc, bon, en tout cas... Sur une année, en gros, vous êtes passé de combien autrefois, j'allais dire, il y a 4 ans? Moi, j'ai la référence en mensuel, parce qu'on communique souvent en mensuel. Ouais. Il y a 3 ans, on était à 23 millions de visites mensuelles, et désormais, on est à 65 millions. D'accord. Et on espère au moins doubler encore ce chiffre-là. Un vrai résultat de ce côté-là. Ouais. Mais pas tout seul. Jusqu'à présent, on l'a plutôt fait seul. Ouais. Là, ce qu'on espère, c'est... nouer des partenariats avec des
ça peut être des fournisseurs de contenu, ça peut être du service, pour nous aider à développer cette audience. Et plus on sera intéressant en termes d'usage et pour le marché, plus les gens viendront de façon régulière. Et finalement, c'est la clé de tout. C'est de l'audience sans de l'engagement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut aussi de l'engagement et qu'on arrive à créer une régularité dans les contacts avec les internautes. Et vous mesurez l'évolution de votre clientèle entre le lectorat traditionnel de Ouest France, papier, oui, et les internautes qui viennent? Oui, alors déjà, quand le journal et le journal numérique, vous rajeunissez de 7 ans à peu près. Et l'édition du soir, qui est un journal qui a un ton un peu différent, qui a trouvé un positionnement un petit peu plus jeune encore, vous rajeunissez d'un peu plus de 10 ans. Donc c'est aussi... alors le numérique... c'est un pari sur l'avenir finalement. C'est deux choses. Pour un régional comme nous, historique, le numérique évidemment nous permet de sortir du territoire. Donc aujourd'hui l'audience du site c'est 61% en dehors du territoire historique. Donc voilà. Donc ça c'est un levier évident et démontré. Et puis l'autre levier, c'est effectivement de préparer l'avenir. Et on sait très bien qu'un lecteur s'abonnera si le plus jeune possible, il a été, entre guillemets, éduqué au journal. Biberonné, oui, tout à fait. Pour parler très, très trivialement, en chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente, cette évolution numérique de Ouest France? Pas assez. Et est-ce que cette évolution est rentable? Alors, pas assez. Donc aujourd'hui, on est un tout petit, 8% du chiffre d'affaires en numérique. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Hein. Donc il faut qu'on arrive à... je dirais un bon équilibre à moyen terme, c'est d'avoir un tiers de nos revenus en numérique. Donc, chez vos concurrents, c'est davantage? Oui, alors le Figaro, par exemple, c'est plus. Le Schibsted, dont je parlais tout à l'heure, qui fait un peu un autre métier, et lui, il est à 50%. Donc on voit bien qu'il y en a qui sont déjà plus loin. Nous, on veut un bon équilibre. On croit encore au papier. On est peut-être un extraterrestre encore, mais on croit au papier. Donc on n'est pas en train de faire une croix dessus et on cherche plutôt de la complémentarité entre les supports traditionnels et le numérique. D'accord. Et donc j'imagine qu'il y a un résultat qui se voit moins, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, toute cette fertilisation, cette culture, ce brainstorming permanent, j'imagine. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on apprend sur le numérique, on apprend au travers des versions numériques et le journal a déjà évolué. Pour ceux qui sont abonnés, j'espère beaucoup, je pense que vous constatez qu'on fait des choses nouvelles depuis quelques temps, avec notamment des entretiens exclusifs avec des personnalités européennes qu'on arrive à faire assez régulièrement. Et on va continuer à essayer aussi de moderniser le journal, puisque tout ça marche ensemble. Il n'y a pas d'un côté le print, de l'autre côté le numérique, tout ça marche ensemble et doit être le plus cohérent possible et complémentaire. D'accord. Alors merci, alors on va se tourner vers l'expert qui va nous apporter son regard finalement sur cette transformation, puisque vous regardez beaucoup plus les équipes et leur transformation en compétences. Ce qui est intéressant en fait, c'est que donc votre témoignage, c'est derrière, on a la transformation digitale amène en fait à se poser la question de l'entreprise apprenante, parce qu'en fait c'est de l'innovation dont vous nous parlez aujourd'hui. Et donc cette question du digital, elle bouscule pas mal, plus que la transformation digitale, c'est la transformation de l'entreprise. Alors je l'évoquais tout à l'heure, ça questionne la culture, sachant qu'on est dans un mélange de sphères, avec les sphères privées, comme vous le disiez. Aujourd'hui, vos collaborateurs sont sur les réseaux sociaux, sont connectés, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de cela. Là, on est dans un univers de presse culturelle. Ce n'est pas le cas de toutes les organisations. Une entreprise qui voudrait passer à la transformation digitale en se disant on se doit d'être performant, il faut questionner effectivement quelle est la culture numérique, quelle est la culture digitale de mes collaborateurs, pour ne pas créer, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce choc de culture entre souvent ce qu'on peut observer sur un travail prescrit, travail réel, et là en transposition sur voilà où je veux atteindre, donc voilà mes objectifs en termes de vision de l'entreprise, mais sauf que pour y arriver, il y a des étapes, et si je grille les étapes, pour revenir en arrière, pour me mobiliser les collaborateurs à partir de quelque chose qui leur semble inaccessible, c'est compliqué. Donc on a toujours derrière ce digital une culture soit de l'imaginaire, enfin une culture imaginaire qui est soit c'est inaccessible, ça veut dire que le digital, vous savez, c'est un peu le château dans le ciel. Donc, ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Ça fait peur aussi, ouais. Et du coup, il y a un effet de rejet. Ou alors, c'est l'outil magique. C'est justement l'outil magique qui va permettre de répondre à la performance, qui va permettre de répondre à tous les maux, en gros, de l'entreprise. On va former tous nos collaborateurs, on va travailler tous en mode collaboratif.
il faut bien questionner effectivement les modes managériaux, les modes d'organisation du travail. Ça questionne, et vous l'avez dit à un moment donné, les espaces de travail. Tout ça est lié. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une culture digitale qui s'ancre dans une culture de la collaboration qui est issue de l'innovation sociale et rester cloisonné en termes de managérial, rester cloisonné dans les espaces. Donc forcément, ça questionne le confort de travail. Si on veut collaborer entre nous, où sont les espaces? Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que mon N+1 ou ma N+1 fait qu'à un moment donné, si j'ai une bonne idée, est-ce que je peux la mettre en œuvre? Donc vous avez eu un cas comme ça d'une personne qui du coup a créé une start-up interne. Donc vous ne l'avez pas évoqué, mais on l'avait évoqué en off, on ne peut pas tout dire. Donc on voit bien qu'il y a un environnement qui doit être mis en place. Et j'indiquerai aussi par rapport aux outils que vous avez évoqués, comment on trouve ces outils-là. Les outils, ils participent de cet imaginaire également, où souvent, une entreprise va avoir une approche qui va être très technocentrée. Ça veut dire on va choisir l'outil avant même de penser l'usage et de penser ce que l'outil va engendrer en termes de fonctionnement ou de dysfonctionnement. Parce que c'est rassurant, parce que c'est tangible, parce que je sais ce que j'achète. Et donc, on voit bien que souvent, on est dans j'achète un outil, je le mets en œuvre, et puis après, on se pose la question, bah oui, mais comment ça va fonctionner? Et souvent, il peut y avoir des freins à l'usage, parce qu'il y a cette confrontation entre la culture de l'entreprise, la culture de vos salariés, qui sont aussi des citoyens et qui participent de cette innovation sociale ou pas, sur le web, et ce qui est mis en place dans l'entreprise. D'autant plus que sur la question de la gratuité, en plus, il y a un nouveau modèle qui apparaît sur le web et qui vient perturber cette nouvelle économie qui est donc une économie, on voit de plus en plus des versions freemium qui apparaissent sur le web, avec des versions premium. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez aimé, vous payez un peu plus et vous avez d'autres services. Et ça, c'est l'économie qu'on voit, avec une économie de la gratuité, effectivement, ce qui complique votre travail, parce que vous vous insérez dans cette logique-là d'un écosystème qui est complètement en évolution, avec des nouveaux codes au niveau de l'entreprise. D'accord. Voilà, donc simplement, juste pour finir, parce qu'il faut bien finir, on voit bien, hein. Donc derrière, on voit bien que c'est une grosse machine que vous mettez en place. Alors peut-être que dans la salle, il y a des gens qui disent ouais, mais moi, je suis patron d'une PME et je me dis bah, j'aimerais bien y aller, mais du coup, château dans le ciel. C'est trop compliqué. Donc je pense qu'il faut aussi se dire qu'il est urgent de ne pas se presser. C'est-à-dire que c'est bien de réfléchir à quel est votre besoin, où vous voulez aller, quelles sont toutes les questions à se poser. Alors parfois, il faut se faire accompagner pour ça, parce que c'est pas simple, cette question-là. Donc quel est mon projet? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Pourquoi j'y vais? C'est pas qu'une mode. Donc, et la politique du petit pas, savoir y aller petit pas par petit pas pour pouvoir gagner effectivement, si la culture d'entreprise n'est pas encore prête et qu'il y a un gap qui est trop important, eh ben, il faut s'autoriser à le dire et à le faire. C'est qu'on n'est pas obligé tout de suite d'aller vers quelque chose qui est très emblématique, on va dire. Merci. Donc de la stratégie et puis de la méthode ensuite. Alors on a certainement des questions qui sont venues. Donc effectivement, on a plusieurs questions dans la salle. J'ai essayé de recentrer un peu les questions sur celles qui se répètent. La première, c'est qu'en est-il devenu de l'équipe des 12 personnes externes initiales? Je suis encore en vie, donc ils sont toujours là. Mais finalement, le rêve que l'on peut avoir, c'est qu'ils disparaissent un jour. Parce que lorsque l'entreprise sera totalement mature et que le numérique sera diffusé, on n'a pas vocation à perdurer. Mais j'espère qu'il y en a encore pour quelques années. Et l'autre question était plus sur la partie du métier de journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, le partenariat pour développer l'audience va aller vers de la coproduction? Oui, alors ça c'est... En fait, avant de répondre à la question, le numérique pousse à la spécialisation. C'est-à-dire que plus on vous connaît, plus on connaît vos centres d'intérêt, plus on aura envie de vous... diffuser de l'information autour de vos centres d'intérêt, mais c'est plus de la synthèse qu'il faut. Il faut aller chercher le cran d'après, et donc des spécialistes. Alors on a certes beaucoup de journalistes, mais ils ne sont pas spécialistes de tout. L'high-tech, par exemple, on n'est pas forcément les champions sur ce sujet-là. Et donc on sera amené aussi à avoir des partenariats de contenu et de la coproduction. Merci. Donc je vais arrêter les questions ouvertes ici.